Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Renaud Van Ruymbeck pour nous présenter son livre Mémoire d'un juge trop indépendant aux éditions Taillandier. Donc, bonjour Renaud Van Ruymbeck. Bonjour. Donc, déjà le titre, Mémoire d'un juge trop indépendant. C'est un reproche qu'on vous a fait dès le départ et qui vous a suivi toute votre carrière ? C'est le reproche que me fera ma hiérarchie durant les premières années pendant lesquelles j'ai exercé mes fonctions et auxquelles je me suis heurté à des dossiers politico-financiers compliqués. Et c'est une notation, parce qu'il faut savoir que les magistrats sont notés par leur supérieur hiérarchique. Vous pouvez imaginer l'importance que j'accorde à ce type de notation. Bref, ce sont des notations qui m'ont été mises pendant mes premières années et que j'ai découvertes bien plus tard, parce que tout ça était assez secret, et qu'on m'a ressorti au moment de l'affaire Clearstream, quand j'étais moi-même poursuivi devant le Conseil supérieur de la magistrature. Et j'ai dû comparaître devant un inspecteur général. Bon, je lui ai expliqué ce que j'avais fait, j'ai rien fait de mal, heureusement. Mais bon, j'avais le pouvoir politique en face de moi, fallait qui a ordonné ces poursuites, qui n'ont d'ailleurs pas abouti, mais bref, il a fallu à un moment donné que je donne des explications. Et à ce moment-là, le jour où je suis devant l'inspecteur général, il me dit, il me lit ces deux notations que je découvre et qui me font rire. A posteriori, qui me font rire, donc je me suis dit, tiens, voilà, les deux sont d'accord, ils ne sont pas concertés, ça a plusieurs années d'intervalle. L'une émane d'un procureur général, l'autre d'un premier président qui lui-même avait, de la cour d'appel, qui avait repris la notation qu'avait faite mon président de tribunal quand j'étais à Caen. Et c'était ça, j'ai repris dans le livre la citation parce que je la trouve assez savoureuse en fait. Ses pensées, voilà, bon, c'est bien, en gros, c'est pas mal ce qu'il fait, mais il faudra quand même qu'il apprenne à se calmer, à se modérer, parce que sinon cet excès d'indépendance va nuire à sa carrière. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Bon, alors c'est vrai que c'est dès le départ qu'on vous le dit finalement. On me le dit. Péché de jeunesse, quoi. Oui, et bon, avec l'espoir pour eux que je vais quand même me calmer avec le temps. Malheureusement, c'était pas du tout ce qui s'est passé. Voire même avec l'âge, ça s'est... Oui, on s'améliore pas, vous savez, avec l'âge. On garde ses travers jusqu'au bout. Avec l'âge et l'expérience. Oui, mais l'expérience, vous savez, c'est une accumulation d'erreurs. Alors, ce livre, donc Mémoire, comme vous l'intitulez, est-ce que c'était une manière pour vous, maintenant que vous avez pris de la distance avec votre carrière, votre métier, pour ne pas dire que vous êtes en retraite, est-ce que c'était une manière un petit peu de rétablir des vérités qui vous tenaient à cœur ? Est-ce que c'était... Non, ça n'a pas été ça la démarche. La démarche, d'abord, elle émane d'un journaliste qui est reconnu, qui est à la retraite lui aussi, donc qui avait du temps, et Jean-Marie Ponto, qui a été au Point, qui a une carrière de journaliste d'investigation qui est très, très sérieux. Et c'est lui qui m'avait proposé ce livre il y a quelques années. Et à l'époque, j'étais en fonction, donc il n'était juste pas question d'écrire un livre pendant que je travaillais. De toute façon, j'aurais jamais trouvé le temps de l'écrire. Donc voilà. Donc il m'en parle. Je dégage un peu en touche en disant on verra quand je serai à la retraite. Puis il est revenu. Et puis entretenir l'idée un peu, quoi. Oui, c'est ça. Puis alors l'idée, c'était des entretiens sur la justice, pour expliquer aux gens qui connaissent pas la justice, qui aimeraient bien la connaître mieux, de leur expliquer comment elle fonctionne et comment elle a pu fonctionner, notamment à travers toutes ces grandes affaires qui m'ont été confiées pendant plus de 40 ans. Et puis du terme entretien, c'est devenu il a fallu que j'écrive à la première personne, voilà, donc
c'est le produit d'entretien au départ, mais après j'ai toute cette matière brute qui a permis de sélectionner les thèmes, les choses qui pouvaient être intéressantes. Et c'est vrai que là, d'avoir pour interlocuteur un journalisme, un tiers, permettait de mettre cette distance qu'on ne peut pas mettre par rapport à soi-même, si vous voulez. Donc ça, c'est resté. Après, j'ai écrit le livre sur ces bases-là, en me réappropriant le livre, en quelque sorte. Avec un regard, avec du coup encore plus de distance, à distance de toutes ces années. Oui, ça m'a permis de réfléchir un peu à tout ce que j'avais pu faire, toutes les difficultés que j'ai rencontrées. Et puis surtout, je me suis dit, mon histoire personnelle, c'est une chose, mais c'est intéressant de faire un constat sur ce qui va et ce qui ne va pas dans la justice. Et au-delà de ça, même faire des propositions pour améliorer le système. Enfin, ce qui fait que c'est un livre à plusieurs facettes, si vous voulez. Mais l'idée, c'est ça, c'est un regard. Alors, bien sûr, j'ai été juge, bien sûr, j'étais magistrat toute ma vie, mais c'est pas ce regard-là que j'ai voulu. Oui, c'est en tant qu'acteur, mais en tant que narrateur, je raconte évidemment ce que j'ai vécu, mais j'ai ce regard du citoyen. Voilà, c'était ça qui était important. C'est, au fond, moi, je suis monsieur lambda, je ne connais pas la justice. Comment ça marche, comment ça a fonctionné, qu'est-ce qui va pas, pourquoi? Parce que la justice, c'est toujours un sujet très, très prégnant, hein, très préoccupant, ça revient régulièrement, mais au fond, les gens ne connaissent pas la justice. Donc, c'était ça un peu le but du livre, finalement. Vous voyez, ça s'est construit... c'était pas une idée préconçue, voilà, ça s'est trouvé comme ça, et ça aboutit au fait que je raconte un peu tout ce que j'ai vécu pendant ces 40 ans. Alors, j'imagine que le travail d'écriture a dû être important, parce que, comme vous le dites, et vous l'expliquez, hein, on le sent bien, de toutes les affaires, enfin, les affaires que vous reprenez, pas toutes les affaires, elles sont très complexes, des ramifications qui partent dans tous les sens. Et vous avez réussi à faire un livre grand public, lisible, effectivement, comme vous dites, par le citoyen lambda. J'imagine que le travail d'écriture pour arriver à décortiquer tout ça a dû être assez monumental quand même. Oui, parce que c'est toujours le problème quand on a une masse d'informations à traiter qui peuvent être compliquées, il faut simplifier les choses, parce qu'en réalité, je l'ai découvert toute ma vie en travaillant des dossiers complexes, très compliqués, avec des ramifications à l'étranger, etc. Que derrière, il y a une histoire assez simple, finalement, qu'il faut raconter. Donc, c'est ça que j'ai voulu faire dans le livre, c'était le but, justement. Et donc, tout ce travail d'abord de sélection, de quoi on va parler, qu'est-ce qui peut intéresser, et à partir de là, le rendre intelligible pour tout le monde. Voilà, c'était parce qu'il n'y a pas que des juristes, tout le monde n'a pas fait des études de droit, donc on sort un peu du microcosme, mais on va expliquer comment ça fonctionne. Comment vous les avez choisies, ces affaires, justement? Parce que c'est celles qui ont eu le retentissement médiatique le plus important. Oui, bien sûr. C'est beaucoup de grandes affaires qui m'ont été confiées, qui sont incontournables et qui témoignent aussi d'une histoire de la Ve République, parce que ces affaires qui sont politico-financières, il y a aussi l'affaire Caroline Dickinson, qui est une affaire criminelle à l'auberge de Plaine Fougère, dont on a beaucoup parlé. Il y a aussi une autre affaire qui est un peu atypique, c'est l'affaire Kerviel. Voilà, donc j'ai eu ces affaires-là, mais aussi le plus gros, c'était toutes ces affaires politico-financières avec des ramifications complexes dans des places offshore, dans des paradis fiscaux. Et au fond, c'est cette double... Il y a deux problématiques que j'ai voulu aborder, en fait, qui m'ont guidé. C'est d'une part témoigner de l'indépendance ou pas de la justice dans ces affaires-là. Parce qu'évidemment, quand vous êtes confronté au pouvoir politique, ça pose une difficulté particulière. Montrer l'évolution qu'il y a eu, parce qu'il y a toute une évolution. Et puis, la deuxième
le deuxième thème auquel j'ai très vite confronté et qui m'a beaucoup occupé pendant ces 20 dernières années, c'est justement tout cet argent sale qui circule, cette fraude fiscale de grande ampleur, parce qu'on a aujourd'hui des États qui sont surendettés, qui doivent faire beaucoup de dépenses pour des hôpitaux, pour des écoles, etc. Et on a aussi une masse d'argent fraudée qui est à nos portes, et cette masse d'argent, on ne fait pas grand-chose pour la récupérer. Donc c'est aussi ça que j'ai voulu dénoncer, c'est ces sentiers-là que j'ai explorés pendant 20 ans à travers ces gros dossiers. Je pense à l'affaire Elf, par exemple, mais bon, j'ai des affaires plus récentes aussi, comme l'affaire Karachi que j'ai traitée. Bon, voilà. Donc c'était un peu le double regard que j'ai voulu porter et expliquer et proposer des solutions aussi. Voilà. Et qui ont fait que vous avez choisi ces affaires-là et pas d'autres, en fait. Oui, c'est ça. C'était les plus emblématiques de votre... En fait, ce sont les plus emblématiques. Maintenant, je ne vais pas évoquer toutes les affaires que j'ai eues, parce que je vous avouerai que... Là, le livre, il ne ferait pas 300 pages. Non, là, il ferait... Il en ferait quelques-unes de plus en 40. Oui, c'est ça. Ceci dit, ce n'est pas un livre sur les affaires. Non. Voilà. Non. Les affaires, elles sont connues. C'est un support, en fait. Elles sont publiques, elles ont été jugées la plupart. Donc, il y a des livres qui ont été écrits dessus, il y a eu beaucoup d'articles et tout. Non, c'est de voir le fil qui peut relier tout cela. Pour voir pourquoi ces affaires, comment ça marche derrière. C'est un point de départ, en fait, pour justement aller vers vos deux, puisque c'est à travers, vos deux objectifs. Quoi. Voilà, parce que c'est à travers ces affaires-là que j'ai découvert un certain nombre de dysfonctionnements qui nous dépassent largement. De travers, de mauvaises habitudes. Voilà, c'est ça, voilà. Alors, dans votre livre, vous dites, donc, un juge d'instruction ne juge pas, il instruit. Oui. Donc, quelles sont toutes les missions, donc vous les expliquez, c'est vrai que vous les expliquez, quelles sont toutes les missions d'un juge d'instruction ? Moi, il me faisait plus l'effet d'un super policier, en fait. Il a un côté super policier, mais il n'est pas un super policier. Alors, super en termes de mission. Hein, oui, mais on pourrait le comparer... Quand on pense super policier, on pense au commissaire Maigret, c'est un super enquêteur, mais non, c'est pas un enquêteur, c'est un juge. Et c'est toute la particularité de notre système. Juge d'instruction, vous voyez, dans le terme même, il y a cette double, presque une contradiction en lui. Il y a cette double casquette, en réalité, qui fait que, oui, il va diriger des enquêtes. Il dirige les enquêteurs. Il n'est pas enquêteur lui-même, il dirige les enquêteurs. En dirigeant les enquêteurs, il va définir des axes. Il y a souvent un directeur d'enquête, d'ailleurs, parmi les enquêteurs dans ces grandes affaires. Mais il va, animer l'équipe, en quelque sorte. Il va la contrôler aussi, parce qu'il est juge aussi, c'est-à-dire qu'il est garant des libertés. On ne peut pas aller perquisitionner comme ça à 6h du matin chez n'importe qui pour n'importe quelle raison. On ne peut pas placer des écoutes téléphoniques où on veut, quand on veut. Donc il a, en tout cas moi c'était ma conception, il a ce rôle d'équilibre en quelque sorte, d'équilibriste, c'est-à-dire, on a des pouvoirs, on va définir une stratégie dans un dossier à partir des éléments qu'on a, parce que quand le juge d'instruction hérite d'un dossier, il a déjà une existence passée, il a été traité par le procureur, par les enquêteurs. L'affaire est devenue compliquée, donc on lui donne le bébé et puis débrouille-toi. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. Donc, vulgairement, c'est ça. Voilà. Mettons-nous à la portée de tout le monde. Voilà. C'est ça le travail du juge d'instruction. Alors. Il faut qu'il démêle les fils des affaires. Il a des pouvoirs. Il doit les utiliser à bon escient, je dirais. Quand il faut les utiliser, il faut évidemment. Mais attention aux fausses pistes, attention aux mauvaises hypothèses. Quand on fait une perquisition chez quelqu'un, c'est quand même un acte attentatoire aux libertés. Donc, vaut mieux pas se tromper. Si on y va, c'est parce qu'on a de bonnes raisons de penser qu'il y a des documents qui vont éclairer le dossier qui sont là. Et puis, il a ce pouvoir d'enquête
son côté enquêteur. Et en plus, il est juge, c'est-à-dire qu'il va prendre des décisions. Par exemple, jusqu'à il y a 20 ans, il pouvait même placer les gens en détention provisoire. Il n'a plus ce pouvoir. On lui a enlevé ce pouvoir, sauf qu'aujourd'hui, s'il veut placer en détention provisoire, il doit solliciter un autre juge. On appelle le JLD, le juge des libertés, qui lui peut donner raison ou tort au juge d'instruction. C'est un autre juge qui va... En divisant les pouvoirs comme ça, c'est une manière de ne pas concentrer dans les mains d'un seul homme. Et bien sûr, parce que l'instruction n'est plus l'homme le plus puissant de France que décrivait Napoléon. Hein. Bon, on a changé. Et puis, il y a des contre-pouvoirs. Donc voilà, déjà, il n'a plus le pouvoir de la détention. Moi, c'est une réforme, d'ailleurs, j'ai vécu comme presque un soulagement, dans la mesure où ça me dédouane. C'est-à-dire que, bon, moi, j'estime que, mais c'est pas ma décision, donc c'est la décision d'un autre. J'ai tort, j'ai raison, peu importe, c'est lui qui prendra la décision. Et lui, il a le recul que moi, j'ai pas forcément, parce que j'ai envie que l'enquête avance, je suis en charge de l'enquête. Donc, il a quand même conservé le juge des pouvoirs, ce qu'on appelle les pouvoirs juridictionnels, c'est-à-dire des pouvoirs de décision. Il peut placer sous contrôle judiciaire, fixer des cautions. C'est lui qui met en examen les personnes. Et ça peut avoir une importance capitale. Je l'ai vu dans des dossiers où j'ai mis en examen des personnalités politiques ou des grands dirigeants d'entreprise. Quand vous mettez en examen dans ces cas-là, surtout en général, ce sont des affaires qui sont médiatisées, ça a un impact considérable et c'est des décisions qui sont lourdes à prendre. Voilà. Donc il assure tout ça, il écoute ce qu'on lui dit. Il faut qu'il ait une certaine distance, y compris par rapport aux médias. C'est pas parce que la presse écrit que c'est vrai. Il doit vérifier les choses, il est le garant des libertés, il a des pouvoirs, et il va avancer dans la découverte des faits, parce que ce qu'il cherche, c'est la vérité. Alors, vérité avec un petit V, évidemment, mais les faits. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, les faits, et s'ils sont caractérisés, s'il arrive à les caractériser, à qui dois-je les imputer ? Et avec ce principe que j'ai toujours, moi personnellement, j'avais beaucoup d'importance, j'y attachais beaucoup d'importance, c'est égalité de chacun devant la loi, pas de privilège. Donc, volonté aussi de remonter jusqu'aux vrais responsables. Parce que vous savez, dans ces affaires-là, alors j'ai été confronté beaucoup aux affaires financières, on a les petites mains, bien sûr. Ceux qu'on a embauchés comme gérants d'une société, machin, etc., qui sont au chômage, qu'on leur donne un peu d'argent. Bon, il y a les façades, quoi. Il y a les façades, il y a les petites mains, il y a les exécutants. Et toute la difficulté, c'est de remonter aux vrais responsables. Ce qui demande tout un cheminement, tout un travail, du temps. Et puis, comme il ne faut pas se tromper, des vérifications, des confrontations, des saisies de documents, des analyses de pièces, etc. C'est tout ça le travail du juge d'instruction. Alors, travail de fourmi. C'est un travail de fourmi, avec quand même l'idée qu'il ne faut pas se noyer. Il ne faut pas que l'instruction dure trop longtemps non plus, parce que le temps est un ennemi. Il faut le temps, mais il ne faut pas traîner non plus. Voilà. Alors ça peut, dans des affaires très complexes financières, moi je mettais 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est déjà beaucoup. Une fois, j'ai mis plus que ça, j'ai mis 6 ou 7 ans. C'était dans une affaire de fraude à la taxe carbone, des dizaines de millions d'euros qui avaient disparu dans la nature. Et j'ai réussi, on réussit quelques fois, donc on est content dans ces cas-là. J'ai réussi à saisir, je crois que c'était presque 20 millions d'euros, 15-18 millions d'euros à Singapour. Des appartements aux États-Unis. Enfin, là, vous imaginez que la persévérance a payé. Oui, mais je savais au départ que, en cherchant à récupérer les fonds, j'en avais pour des années. Voilà. Mais comme il y avait beaucoup d'argent, qu'il avait disparu, je me dis ça vaut quand même la peine, même si une partie que je ne retrouverai pas, d'essayer. Bon, mais écoutez. Pour cette première présentation du métier, je pense que vous avez été clair. Bon. De toute façon, on a encore toute la semaine pour clarifier au besoin le métier par le biais des affaires. En attendant, on va laisser place à un petit peu de lecture et je vous donne rendez-vous demain. À demain.
Renaud Van Ruymbeck, Mémoire d'un juge trop indépendant. L'écu Carambole est la sous-directrice de l'Hôtel de la Monnaie. En novembre 1984, je suis informée par la police judiciaire qu'une pièce ancienne, un écu Carambole à l'effigie de Louis XIV, datant de 1701, a été mise en vente par un antiquaire de Caen. L'annonce est parue dans une revue de numismates. Or, cette pièce rare provient des collections du musée de l'Hôtel de la Monnaie à Paris. Plusieurs disparitions de pièces avaient déjà été signalées au sein de cet établissement qui fonde les médailles officielles et conserve les exemplaires les plus précieux des monnaies anciennes. L'enquête des policiers mène rapidement à la mise en cause de la sous-directrice de l'Hôtel de la Monnaie qui aurait vendu plus d'une 60aine de pièces de valeur. Je décide d'ouvrir une information et une juge d'instruction est chargée de l'affaire. Le soir même, le procureur vient me voir, un peu embarrassé. C'est la première fois qu'il intervient ainsi. Il m'annonce que le parquet général suit cette affaire de près, qu'il me faudra lui rendre des comptes et que je recevrai des instructions précises dans ce dossier sensible. Ma réaction est vive. Je ne veux pas travailler sous la tutelle du parquet général. Il m'invite alors à faire preuve de compréhension lui-même, devant rendre compte de l'affaire à ses supérieurs. Mon obstination me vaut, dès le lendemain, une convocation chez le procureur général de Caen. Celui-ci me reçoit dans son vaste bureau, sombre et écrasant. Le procureur général est un haut magistrat, un personnage important, respecté et craint par les procureurs de la cour auxquels il est relié par une ligne directe. L'entretien, froid mais courtois, va durer 1 heure. Il se défend d'emblée de recevoir des instructions du ministère, mais me rappelle que le parquet est hiérarchisé et que dans les affaires sensibles, il faut rendre compte à son supérieur et obéir à ses injonctions. Alors que je pensais qu'il allait me faire des reproches sur mon attitude, il est mon supérieur, c'est lui qui m'a convoqué. Normalement, c'est à moi de m'expliquer. C'est en réalité lui qui se justifie et je comprends qu'il recherche mon adhésion à cette verticalité hiérarchique. Un dialogue de sourds nous oppose. Comme il insiste, je demande à quitter le parquet. Il me fait comprendre qu'il ne s'opposera pas à ma demande, mais m'invite à y réfléchir, m'incitant sur un ton paternaliste à ne pas me braquer. Lorsque je quitte son bureau, mon choix est arrêté. Je ne reviendrai jamais au parquet. La structure hiérarchique ne me convient décidément pas. Je découvrirai bien plus tard la notation qu'il a écrite à mon sujet à l'issue de cet entretien. Il témoigne de hautes vertus morales et en particulier d'une indépendance affirmée. C'est ce trait de caractère que je redoute pour lui car il peut le conduire à des positions extrêmes ou excessives, voire à des résultats fâcheux. Ce jeune magistrat aura, selon moi, intérêt à se défendre d'une confiance excessive en ses capacités, qui sont grandes, mais pas infinies. Ces remarques me rappellent celles que le premier président de la même cour formulait 6 ans plus tôt. Tous deux s'accordent, sans s'être concertés, pour dénoncer chez moi un excès d'indépendance, laissant entendre que l'on peut transiger avec ce principe cardinal. Comment y remédier ? En adhérant à une culture de soumission. Étrange conception de la fonction du juge. Il me met en garde, tout en considérant qu'avec l'âge et l'expérience, j'évoluerai sur le droit chemin et deviendrai ainsi, à leurs yeux, un excellent magistrat. Pourtant, au terme de ma carrière, je constate que je n'ai pas réussi à atteindre l'excellence telle qu'ils la conçoivent. Fidèle à mes valeurs, je ne me suis donc pas amendé. Sont-ils sincères dans cette notation ? J'en suis convaincu et c'est précisément ce qui m'effraie. Ils exercent leur fonction de chef de juridiction et d'ailleurs ils portent sur leur robe des marques de distinction, leurs décorations accordées dans la magistrature au vu de l'ancienneté et son corollaire, l'avancement. Détenteur d'un pouvoir hiérarchique, c'est ma disponibilité, mon travail effectif.
qu'il devrait évaluer, car la justice est au service des citoyens. Mais comment peuvent-ils décemment me discréditer pour mon indépendance ? Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.